s'industrialise et qu'on expédie du sel d'une zone à l'autre du globe, chaque région devait produire son propre sel, parfois au prix des plus durs labeurs. L'Atlantique est un océan froid et le climat de l'Europe de l'Ouest est plutôt humide. La récolte du sel y est donc particulièrement pénible, ce qui signifie qu'un jour, les Portugais cesseront cette activité. Les hommes travaillent dur sous la chaleur de l'été. Ils ont déjà amassé plusieurs tonnes de sel et peuvent enfin se reposer. Des milliers de kilomètres plus à l'est, 2 hommes récoltent eux aussi du sel, même si on croirait que la détente est leur principale activité. L'ingénieur en chef de la compagnie du sel de Turkménistan conduit ses wagons de marchandises à travers une lagune située au bord de la mer Caspienne. Cette réserve naturelle est le plus riche marais salant du monde, rebaptisé la baie des trésors par Lénine. Dès que le train arrive, Greg et son mécanicien font démarrer l'usine mobile. Pour le reste, tout ici est automatisé. Tout du moins tant que la machine fonctionne. L'usine tourne depuis 15 ans, 2 fois son espérance de vie. Aujourd'hui, elle a l'air de marcher, si bien que même l'ingénieur en chef peut continuer à penser à sa partie d'échec. Pendant ce temps, la machine charge inlassablement les wagonnets. Chacun d'eux contient 10 tonnes de sel et se remplit en quelques minutes seulement. L'ingénieur a toujours travaillé à la lagune. Cette année est un peu particulière pour lui. La machine récolte le sel sur le même site que l'année où il a été embauché à l'âge de 16 ans. Son expérience et ses connaissances sont précieuses pour le bon fonctionnement de cette usine sur roue, car on ne peut plus se procurer la moindre pièce de rechange. En effet, elle a été fabriquée en Ukraine avant 1991, quand le Turkménistan était encore une république soviétique. Aujourd'hui, c'est un pays indépendant. Les marais salants du Turkménistan sont immenses. Même si la machine récolte le sel sur plusieurs kilomètres carrés chaque jour, elle n'arrivera jamais à épuiser toutes les ressources du sol. Du sel frais se dépose en permanence sur cette lagune peu profonde grâce à l'arrivée d'eau de la mer Caspienne. Étant donné l'extrême sécheresse de l'air, l'eau s'évapore rapidement. Deux grosses têtes rotatives plongent à près de 2 mètres dans le sol et raclent la couche de sel encore tendre et détrempée. L'excès d'eau ressort par l'arrière de la machine. Dans cette steppe, au climat aride, il faut 25 ans pour que la couche de sel récoltée se reconstitue entièrement. 25 ans, c'est la durée depuis laquelle le contremaître travaille sur l'exploitation.
Avant l'apparition du train dans les années 60, le sel était acheminé par des milliers d'hommes qui portaient le chargement sur leur dos. Maintenant que des wagonnets ont rendu cette tâche inutile, les employés ont largement le temps de s'adonner aux échecs. Ici, la corrosion est particulièrement forte et rapide. Vladim le sait bien, et c'est pour cela qu'il met sans cesse de l'huile dans sa vieille machine afin de la protéger des agressions du sel. L'atmosphère détendue qui règne parmi ces joueurs d'échecs est trompeuse. Le climat est difficilement supportable, même pour ces habitants des steppes kazakhs. Les hommes ajustent minutieusement les rails afin que leur étrange usine sur roue puisse effectuer sa prochaine récolte. Cette originalité en fait le seul chemin de fer mobile du monde. Avec son chargement de 50 tonnes, le train doit être conduit avec beaucoup de précautions sur les rails qui le font balloter. Le terrain est souvent instable à cause des inondations et des nombreuses irrégularités du sol. Qu'un seul wagonnet déraille, et c'est tout le chargement qui est mis en péril. Sous Staline, la lagune avait aussi une autre fonction. C'était devenu un goulag, et de nombreux ennemis politiques du régime y ont trouvé la mort. D'interminables colonnes de travailleurs prisonniers étaient conduites vers les marais salants. Des centaines de milliers d'entre eux ne sont jamais revenus. Nous voici de retour au Portugal, où l'évaporation est beaucoup moins rapide que sur les bords de la mer Caspienne. C'est pourquoi tout doit être mis en place pour éviter que la marée inonde les réserves de sel. Felisberto Forte ouvre les vannes du bassin principal qui alimente toute la réserve. Cette eau est conduite à travers de petits canaux vers les différents parcs, jusqu'à ceux qui feront l'objet de la prochaine récolte. Petit à petit, d'un bassin à l'autre, la concentration de l'eau en sel augmente. Le soleil et le vent provoquent l'évaporation et le sel commence à se cristalliser. Si un bassin contient quelques litres d'eau de trop, cela suffit à compromettre la cristallisation. Si au contraire il s'assèche trop vite, une fine pellicule se formera à la surface et empêchera l'évaporation. Cet équilibre délicat demande donc une surveillance constante. Felisberto a 73 ans. Ses assistants et lui ont passé la plus grande partie de leur vie à travailler dehors, en bord de mer, sous le ciel changeant de la côte atlantique. Mais il existe des endroits où le climat n'a pas changé d'un iota depuis des siècles. À 120 mètres sous terre, les mines de sel de Wieliczka, près de Cracovie en Pologne, ont vu passer d'innombrables générations de mineurs.
À l'entrée du puits, l'équipe du matin se prépare à entrer en action. Bien que ces hommes descendent dans une très vieille mine de sel, leur travail n'a aujourd'hui plus grand-chose à voir avec l'extraction des précieux cristaux. Leur tâche est d'empêcher que les 350 km de galeries s'effondrent sous le poids de la montagne. Le simple accès à leur lieu de travail est déjà éprouvant. Ils doivent marcher près de 10 km avant de rejoindre le site. L'entrée du puits et les tunnels ont été peu à peu comblés.